Géopolitique, sommet de l'Union africaine, que faut-il attendre d'Addis Abeba? Nous nous interrogeons encore. Géopolitique, sommet de l'Union africaine, que faut-il attendre d'Addis Abeba? Madame, monsieur, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. Eh bien, le 36e sommet des chefs d'État de l'Union africaine se prépare activement. Eh bien, avant les 18 et 19 février, le Conseil exécutif a débuté ses consultations le mercredi 15 février 2023 à Addis Abeba. À l'ouverture, plusieurs allocutions, dont celle du président de la Commission de l'Union africaine, ont jonché la série de messages. Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, a ouvert d'ailleurs la 42e réunion du Conseil exécutif du 36e sommet des chefs d'État de l'Union africaine. Dans son allocution d'ouverture, ce mercredi 15 février, Faki Mahamat s'est souvenu des drames qui frappent la Turquie et la Syrie avec le récent tremblement de terre qui a entraîné la mort de plus de 30 000 personnes, des centaines de milliers de blessés et des sans-abri. Je voudrais saisir cette occasion pour exprimer notre compassion collective. L'Afrique entière sympathise avec les familles des victimes, m'a dit Moussa Faki Mahamat, avant de souligner certains des défis et des réalisations de la Commission de l'Union africaine au cours des dernières années. Il a rappelé que ces activités se sont déroulées dans un contexte marqué par la persistance des difficultés qui prévalaient à travers le monde dans les secteurs de la santé, de l'économie et de la paix et la sécurité, entre autres. Une question cependant, est-ce que Moussa Faki Mahamat a oublié l'Afrique ou travaille-t-il finalement pour l'Union européenne et pour la France? Car dans son allocution, il ne parle surtout pas du continent africain. Pourtant, nous sommes là à Addis Abeba, la capitale de l'Union africaine. Le président de la Commission de l'Union africaine a donc déclaré que cela contribue au changement de la géopolitique mondiale, provoquant davantage d'incertitudes, remodelant, structurant et restructurant les configurations internationales, notamment la progression inquiétante du terrorisme, le retour des changements non constitutionnels, la baisse de la croissance, la détérioration constante des conditions climatiques, entre autres défis, sont des problèmes que le continent s'efforce de traiter de manière constante jusqu'à leur éradication complète. Il déclare, je cite, « Malgré ce contexte défavorable, l'Afrique montre des signes remarquables de résilience et l'Union africaine, dans ses différentes composantes, a maintenu sa dynamique opérationnelle dans la mise en œuvre des programmes et des décisions, rassure d'ailleurs Moussa Faki Mahamat, qui poursuit en affirmant la volonté de l'Union africaine à se pencher sur les questions de santé et de nutrition. » Il dit, et je continue à citer, « Tout en atténuant les effets induits par l'urgence de répondre aux besoins des populations, l'Union africaine s'inscrit dans la recherche de solutions à long terme visant à mettre en place des structures et des capacités de production alimentaire et médicamenteuse. C'est dans cette logique que l'opérationnalisation d'Africa CDC touche à sa fin, alors que l'Agence africaine du médicament, AMA, a entamé la sienne avec déjà le choix de son siège, a déclaré Moussa Faki Mahamat. Apparemment pour lui, les crises sur le continent africain, le terrorisme qui frappe le Sahel, le terrorisme qui frappe le Mali, le Burkina Faso, le Niger, la République centrafricaine, le Cameroun, le Tchad, en tout cas, il n'est pas du tout concerné. Pourtant, on nous annonce, mesdames, messieurs également, que les 17 et 18 février 2023, les dirigeants des États membres de l'Union européenne et ceux de l'Union africaine se réuniront à Bruxelles. La question de la crise au Sahel sera donc au centre des discussions, mais ce ne sera pas le seul sujet sur la table. De quoi parleront donc les chefs d'État? Pourquoi aller parler des problèmes de l'Afrique à l'Union européenne? Et pourquoi est-ce que l'Union africaine et l'Union européenne s'asseyent ensemble pour parler des problèmes de l'Afrique? En tout cas, nous passons notre temps à nous interroger. L'Union européenne va-t-elle maintenir une présence militaire au Sahel alors que l'opération Barkhane doit prendre fin et que la Task Force Takuba a été vivement critiquée justement par les autorités des pays comme le Burkina Faso? La question sécuritaire sera un enjeu primordial du sommet entre l'Union européenne et l'Union africaine. Il se déroulera donc les 17 et 18 février à Bruxelles, c'est-à-dire à partir de demain vendredi, puisque nous sommes le jeudi 16 février de l'an de grâce 2023. Donc,
Mercredi, donc 16 février, eh bien, hier soir, a eu lieu donc un dîner à l'Élysée entre les dirigeants partenaires du Sahel et des institutions européennes à la demande d'Emmanuel Macron. Finalement, qui est Emmanuel Macron pour parler du Sahel, des problèmes du Sahel? Pourquoi d'ailleurs la France s'immisce dans des affaires qui ne la concernent pas? En tout cas, notre question centrale, géopolitique, sommet de l'Union africaine, que faut-il attendre d'Addis Abeba? Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Albert Anatola ici. Il est journaliste d'investigation et directeur de publication du journal Le Cactus. Albert Anatola ici, bon après-midi, bienvenue à vous. Bon après-midi à vous, Steve Zolongo. Je dis bonjour à vos techniciens, auto-management, qui s'évertue à garder justement la dragée haute, n'est-ce pas, de cette tribune qui nous permet de poursuivre la lutte et le combat. Je salue toute la diaspora africaine où qu'elle se trouve parce que nous avons besoin de cette diaspora qui devra construire l'Afrique et non l'Europe ou les États-Unis ou l'Asie. Parce qu'il est important, je crois que c'est ça l'un des problèmes majeurs de l'émergence du continent africain, c'est-à-dire que nous puissions faire revenir sur le terroir africain cette diaspora qui ne bénéficie pas de bonnes conditions de travail sur le continent, de revenir pour le développement de l'Afrique, parce que si les autres peuvent se donner les libertés de nous parler avec autant d'arrogance, de condescendance, avec autant, je veux dire, de verbes uniques, c'est parce que justement, ils bénéficient justement de cette saignée de nos cerveaux, des cerveaux africains. Comme je l'ai dit, je voudrais, comme à mon habitude, commencer par un coup de gueule. Il nous revient, M. Steve Zolongos, que depuis que le Mali, la Guinée-Conakry et le Burkina Faso ont décidé de se constituer en fédération, les gens qui sont au sein de la CEDEAO ont des problèmes. C'est-à-dire, je ne sais pas s'ils vont obliger les dirigeants actuels de ces trois pays qui viennent de citer de rester dans l'instance mondialiste qui s'appelle la CEDEAO et qui est pilotée par le mondialiste qui s'appelle Macron. Je pense qu'aujourd'hui, la solution pour l'Afrique, c'est la fédération, je pense. Quand je le dis, c'est parce que votre ami, que vous aimez bien, Nana Akufo-Addo, estime, lui, que la CEDEAO a 15 États et ils resteront 15. À se demander si ce monsieur est encore normal. Je crois que désormais, au regard de ces multiples sorties malheureuses, sa place se trouve certainement dans une asile psychiatrique. Merci pour l'invitation. Très heureux de vous avoir, Albert Anatola, ici. Je tiens quand même à vous dire que Nana Akufo-Addo ne sera jamais mon ami, ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Géopolitique, sommet de l'Union Afrique, sommet de l'Union africaine. Que faut-il attendre d'Addis Abeba? Albert Anatola, ici, depuis hier, on parle justement de la 42e réunion du Conseil exécutif, du 36e sommet des chefs d'État, on va le dire ainsi, de l'Union africaine, qui se prépare avec beaucoup de verbes. Peut-on attendre quelque chose de bon venant justement d'Addis Abeba? Non. Non. Vous parlez bien de la 36e édition du sommet de l'Union africaine, n'est-ce pas? Oui, des chefs d'État, oui. Alors, faisons un peu le point des précédentes éditions de cette affaire-là. Ça nous a apporté quoi sur le continent africain? Personnellement, je ne vois rien. Ça a résolu quel problème politique? Ça a résolu quel problème culturel? Ça a résolu quel problème économique? Ça nous a sorti du franc CFA que nous décrions, détestons. Ça a résolu les problèmes de conflits qui sont organisés par les mondialistes outre-Atlantique entre outre-Méditerranée. Ça a résolu les questions de famine dans lesquelles est engagée l'Union africaine. Ça a réglé les problèmes humanitaires. Ça a résolu les problèmes sanitaires? Non, du tout. Ça ne sert à rien. Et vous le savez autant que moi que ça ne sert à rien. Donc il n'y a rien à attendre de cette affaire-là, qui est financée par l'Union européenne, qui sera surreprésentée par le CODEM, comme d'habitude. Déjà, il y a 2 jours, M. Michel Borrell vous a annoncé la couleur. Je parle du président du Conseil européen, oui. Il a annoncé la couleur, qu'il assistera au sommet de l'Union, des chefs d'État de l'Union africaine, pour venir porter la voix de l'Union européenne. En d'autres termes, il va faire la propagande anti-russe, n'est-ce pas, au siège du Parlement, soi-disant panafricain,
Il va venir faire la propagande de l'OTAN qui a tué des millions d'Africains. Il va venir faire la propagande de la criminalité internationale mondialiste. Il va venir nous emmerder avec les discours que nous connaissons, c'est-à-dire la Russie qui est en train de vouloir s'accaparer de tous les biens de la Terre, de tous les biens du continent. La Russie qui est en train de désinformer, qui est en train de manipuler, n'est-ce pas, les Africains, en créant un sentiment anti-occidental, anti-français, anti-Union européenne. C'est ça. Voilà, c'est là que va se résumer cette affaire-là. Qui, soit dit en passant, va encore soulager nos caisses suffisamment dégarnies de quelques milliards une fois de plus. Parce que mobiliser plusieurs délégations de votre pays qui participent à ce machin, ça veut dire qu'il va falloir mobiliser à la fois les moyens logistiques, c'est-à-dire les avions qui vont transporter cette, n'est-ce pas, cette force de délégation comme à leur habitude, qui vont être hébergés dans les hôtels 10 étoiles, nourris avec l'argent des contribuables africains, à la fin, pour récolter quel dividende? Et rien du tout. Nous avons toujours, nous avons eu l'habitude de le dire, et je le répète cet après-midi, ce jour, savoir, l'Union africaine dans son format actuel, c'est un machin, ça ne sert à rien. Du tout. Il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas rêver. Ça ne sert à rien du tout. S'il y avait la possibilité de bombarder cette affaire-là, on bombarde cet édifice pour que ça tombe en ruine. Ça ne sert à rien. Vous avez entendu parler d'un Parlement panafricain, n'est-ce pas? Où en est-on avec le Parlement panafricain? Le Parlement panafricain qui a été financé par qui? Pas par les pays africains. Une fois de plus, par l'Union européenne. Mais vous avez l'habitude de le dire. C'est celui qui donne qui ordonne. Mais alors, que pensez-vous que nous puissions attendre de ces machins-là? Rien du tout. Nous étions avec Kadhafi dans un projet plus sérieux. Nous étions avec Kadhafi dans un projet réaliste. C'était les États-Unis d'Afrique. Voilà ce qu'il faut au continent africain. Dès lors que le projet initial, n'est-ce pas, de l'Union africaine a été dévoilé par le camp de Monrovia au détriment du camp de Casablanca. Vous comprenez ça, dire que le projet panafricaniste qui était porté par les pères fondateurs du panafricanisme a été dévoyé. Comme à leur habitude, Paris, ce que Paris essaie de faire actuellement du côté du Mali, avec la fédération qui est en train de se constituer du côté du Mali, n'est-ce pas, de la Guinée-Conakry et du Burkina Faso. Ils sont en train donc de vouloir créer des dynamiques de déstabilisation de ce projet, comme à leur habitude, parce qu'ils savent que si cette fédération prend corps, les rats vont quitter le navire et l'envergure géopolitique que confèrent certains États africains à Paris ou à la France, ça va devenir une peau de chagrin. Donc, il faut toujours déstabiliser, démanteler des projets qui contribuent à l'émergence et à la souveraineté de l'Afrique. Pour me résumer, pour ce premier jet, je voudrais vous faire comprendre que plusieurs fois, l'Union africaine a eu l'occasion de nous prouver qu'elle pouvait servir à quelque chose. Du moins, ce qui officie comme dirigeant. Je parle du président de la Commission de l'Union africaine. Je parle de celui qui officie comme président, n'est-ce pas, de l'Union africaine actuellement. C'est-à-dire Macky Sall et Moussa Faki Mahamat. Mais vous avez vu le tableau qu'ils nous ont offert. Dans les deux crises ou dans les trois crises que le continent africain a connu. Dans le cadre de la crise sanitaire à Covid-19, ils nous ont humiliés comme d'habitude. Dans le cadre de la guerre de la guerre en Ukraine, ils nous ont une fois de plus humiliés. C'est-à-dire qu'ils sont allés voir Poutine et le clochard que vous appelez Zelensky pour leur dire que les Africains ont faim et ont besoin des céréales, du blé et de l'engrais ukrainiens et russes. Mais ce qui est quand même étonnant, c'est que les premiers navires transportant ces céréales et ces engrais n'ont pas échoué sur les eaux africaines, à ce qu'il nous semble. Ces premiers navires ont échoué sur le continent européen.
Voilà donc deux larbins qui ont humilié tout un continent. Et ils continuent davantage à nous humilier dans leur rapport avec la criminalité internationale qui, n'est-ce pas, sous les oripeaux des démocrates imaginaires. C'est pour vous dire que la solution, ce n'est pas l'Union africaine. Ça, vous le savez. J'ai l'habitude de vous le dire, et c'est une vérité absolue. L'Union africaine est une institution mondialiste au service de l'Union européenne pour contrôler le continent africain au travers à la fois l'économie, au travers le commerce, au travers la culture, au travers la diplomatie, au travers le sport, au travers l'environnement. Il s'agit d'un instrument au service de l'Union européenne. Il ne faut pas se tromper. L'Union africaine n'est pas une institution africaine. Il faut que les téléspectateurs qui nous regardent le sachent. L'Union africaine n'est pas une institution africaine. Elle est africaine de nom. La CEDEAO n'est pas une institution africaine, du moins au service de l'Ouest, des États ouest africains. C'est une institution au service de Paris, au même titre que la CEMAC. C'est important. Il ne faut pas se tromper. Il faut dire ça. Il faut dire ça aux Africains qui nous regardent. La preuve, c'est que, eh bien, quelle décision est-ce que l'Union africaine peut prendre? Plusieurs États africains ont été agressés, que ce soit du point de vue politique, que ce soit du point de vue militaire, du point de vue diplomatique, du point de vue culturel. Qu'est-ce que l'Union africaine a fait? Est-ce que l'Union africaine a pu lever les petits doigts? Vous avez un criminel notoire qui s'appelle Sarkozy, qui a programmé, planifié, financé et perpétré un crime contre un peuple, le peuple libyen, assassiné, n'est-ce pas, un dirigeant. Qu'est-ce que l'Union africaine a fait? Absolument rien. Vous pensez que quoi? Il ne faut pas rêver. L'Union africaine est un instrument mondialiste au service de l'Union européenne et de l'Occident. Point, il faut le comprendre. Ceux qui y travaillent ont plusieurs nationalités. Ils ont un statut de diplomate. Ça veut dire qu'ils ne sont pas des Africains. Monsieur Steve Longos, réveillons-nous. Albert Natola ici hier justement mercredi, lorsqu'à l'ouverture justement de cette 42e réunion, Moussa Faki Mahamat a pu se penser à l'étranger que de parler justement des problèmes des Africains. Finalement, on a l'impression que ces personnes-là ne travaillent pas pour l'Afrique, comme vous le disiez tantôt, mais pour l'Union européenne, peut-être même pour l'Occident. Je pense que vous avez toujours connu, si vous observez ce personnage que vous appelez, en qui je n'ai aucun respect, je parle de Moussa Faki Mahamat parce qu'il y a des gens qui méritent notre respect que ces genre de personnages. L'Afrique a besoin des hommes qui font sa fierté, comme c'est le cas de nos frères maliens qui sont du côté de Bamako. Il faut la fierté de l'Afrique. Comme de nos frères du côté du Burkina Faso, il faut la fierté de l'Afrique. L'Afrique n'a pas besoin des larbins. L'Afrique n'a pas besoin, dans le contexte actuel, des collaborateurs, des traîtres, des sous-fifres, de la racaille. L'Afrique n'a pas besoin. L'Afrique a des intelligences qui valent mieux que ça. Ce n'est pas des insultes, ce n'est pas de la diffamation. C'est un fait. Monsieur Tuzlangos. Avec ces gens, au regard des actes qu'ils posent au détriment à la fois des intérêts de l'Afrique, au détriment des intérêts du peuple africain et de l'avenir des peuples africains, mérite même qu'on soit plus dur contre eux. Parce que vous savez, on doit être plus dur avec les traîtres qu'avec les ennemis extérieurs. Parce que sans les collabos intérieurs, la menace extérieure n'existerait jamais. Pour répondre à votre question, Moussa Faki Mahamat, c'est de la racaille. Comme ce que nous avons du côté du Niger ou du côté d'Abidjan. C'est les mêmes gens. Donc, lorsque vous parlez de ce genre de personnages, sans envergure, et qui n'arrive même pas à contribuer à régler les problèmes de son propre pays, le Tchad, est-ce qu'il peut être utile à l'Union africaine?
Nous sommes des chrétiens. Vous avez un verset biblique qui dit que celui qui n'est pas utile à peu de choses ne peut pas être utile à de grandes choses, n'est-ce pas? S'il ne peut pas être utile à peu de choses, celui-là, il peut être utile à quoi? Lui. À rien du tout. Il ne faut pas rêver. Ces gens, vous l'avez dit dans votre chapeau, dans votre introduction, ils sont laissés faire corrompre comme d'habitude du côté de Paris. Ça veut dire qu'ils ne peuvent poser sur la table aucun sujet sérieux. Et ne mettons sur la table aucun sujet qui fâche. Mais monsieur, lorsque quelqu'un vous invite à sa table, vous n'invitez pas n'importe qui à votre table, n'est-ce pas? Vous n'inviterez jamais à votre table n'importe qui, vous n'invitez que vos amis, vos proches. Ça veut donc dire que l'image est on ne peut plus éloquente. C'est-à-dire qu'on n'a rien à attendre de ces gens qui vont dîner avec les diables que nous combattons, qui ont assassiné et qui continuent d'assassiner les Africains, qui ont des projets de déstabilisation, d'assassinat dans nos États, je veux dire, de nos frères dans nos États et en dehors. Mais attendez, Omotunde a été assassiné, n'est-ce pas, par qui? C'est les mêmes gens. Nous avons plein de frères. Il y en a, quand je parle de l'Ocodem, très souvent, il y en a qui ont cette couleur, sauf de ceux qui soient racistes. Je ne suis pas un raciste. Le problème c'est que vous bénéficiez, quand dites-vous, si vous appelez de manière prosaique les blancs, vous bénéficiez de la prédation de vos dirigeants et vous ne dénoncez pas cette prédation qu'ils perpétuent sur le continent africain, qu'ils sont en train de perpétuer sur le continent africain et qui continuent d'ailleurs de faire. Vous profitez de cette prédation parce que ça vous nourrit. Ça les nourrit, cette prédation. Donc, nous savons que nous avons beaucoup de sympathisants parmi ces gens-là, parce qu'en réalité, dans ce combat qui est celui de la véritable liberté, vous avez également des blancs, si vous voulez que je dise comme ça, qui sont victimes. Je crois que chaque week-end, du côté, que ce soit de Paris, de Londres, de Washington, du côté de Genève, entre autres, vous avez tous les week-ends de manifestations, n'est-ce pas? Oui. Mais ça veut dire que ces peuples sont en quête de liberté. La vraie liberté, pas celle que les agite, n'est-ce pas? L'oligarchie dirigeante, comprador et criminel qui les dirige. Ça, c'est important. La plupart sont dans une sorte de prison dorée, c'est-à-dire on leur donne les allocations au chômage, mais il faut quand même qu'ils sachent d'où viennent ces allocations au chômage qu'on leur donne. Ça vient d'où? Je pense que s'ils connaissaient l'origine de ces allocations au chômage qui bénéficient, comprendraient, ils rejoindraient rapidement, n'est-ce pas, la dynamique de notre lutte. Ces allocations, je leur dis en mille, c'est là. Ces allocations chômage, quand vous gouvernement vous alloue, vient du pillage du continent africain. Vient de l'assassinat des dirigeants africains. Les portables que vous tenez sont le fruit de la sueur des enfants qui ne vont pas à l'école en Afrique. Mais vous dites que vous êtes en mission humanitaire sur le continent africain? Monsieur Tshisekedi, l'or qui est pillé, le diamant qui est pillé du côté, que ce soit des Congo, du Mali et consorts, qui est ces diamants? Ce sont des gamins de moins de 8 ans très souvent, dont la paix ne se trouve pas dans les mines, dans les gisements d'uranium, mais dont la paix se trouve dans une salle de classe. Mais ils ne le disent pas. Je pense que si quelqu'un comme Moussa Faki Mahamat, celui-là que vous avez nommé, pouvait nous servir à quelque chose, mais il fallait qu'il le dise. Il devait dire non. Nous avons une diaspora dynamique. C'est pour ça que je m'incline devant cette diaspora-là. Qui peut éviter à beaucoup de nos États d'aller à la Banque mondiale, au FMI? Demandons seulement si toutes les conditions juridiques et sécuritaires, environnementales sont appropriées. Demandons à cette diaspora que chacun envoie chaque mois dans son pays 100 €. Je ne sais pas si nous irons encore au FMI, monsieur. Je ne sais pas si nous irons. Je ne sais pas. Dans nos États, pour résoudre certains projets, qu'est-ce qu'on fait? On lance l'emprunt obligataire. On lance la publique à l'épargne. C'est l'argent des concitoyens, un peu comme nos frères burkinabés l'ont fait. Lorsqu'il fallait justement
Ils ont appelé à la charité, je veux dire à la charité nationale. Ils ont organisé une opération coup de cœur. Ils avaient besoin de quoi? De 100 milliards, un truc comme ça, je crois. Je crois qu'ils en ont eu davantage, c'est de l'effort de guerre. Mais s'il fallait le FMI, la Banque mondiale, vous connaissez ce que cela leur aurait coûté aux autorités burkinabées? Nous avons la possibilité de nous mettre ces gens dehors. Je parle de ces économistes du dimanche, de FMI et de la Banque mondiale, monsieur. Nous avons des solutions. Mais ces solutions sont volontairement évitées, dévoyées ou mises à l'écart. Pourquoi? Parce que ceux qui nous gouvernent sont les larbins des hommes. C'est ça notre problème. Et raison pour laquelle j'ai l'habitude de dire, nous devons, et encore une fois de plus, organiser des coups d'État révolutionnaires et populaires pour dégager les traîtres. Merci à vous, Albert Natola, ici d'avoir été des nôtres ce matin. C'est fait un plaisir. Mesdames, Messieurs, plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition de Parole panafricaniste. Passez une agréable journée.